Absolument. Et comme d'hab, c'est de l'internet, donc tu peux boire, tu peux te mettre tout nu devant la caméra si ça te fait plaisir, tu peux, oui, tu peux, voilà. C'est libre. C'est un traquenard en fait. Et oui, traquenard. La porte est fermée, tu vois, maintenant. Tu restes coincé ici toute ta vie. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Clone Web, l'émission. En ce beau mois d'avril, on a pu constater une fois n'est pas coutume combien Hollywood est en train de péter les plombs. D'un côté, Batman vs Superman gagne 400 millions de dollars dès son premier week-end d'ouverture à travers le monde, et à l'heure où on parle actuellement, il en est un petit peu plus du double, soit 830 patates, ce qui est quand même plutôt pas mal. Non, parce que des gros films qui auraient aimé nous faire ne serait-ce que la moitié de ça, on en connaît quelques-uns quand même. Mais voilà, le bousin est considéré comme un échec. Pas parce qu'il se fait torpiller la tronche par la critique et que, globalement, un paquet de gens s'accorde à dire que c'est tout naze, mais tout simplement parce que son budget total est estimé entre 400 et 500 millions de dollars, et qu'il faut bien faire péter le milliard minimum pour espérer rentabiliser tout ça. Hein, parce que c'est pas Bruce Wayne qui a financé le film. Un énième exemple de la course à la grandeur d'une industrie qui perd tout sens de la réalité dès qu'il est question de franchise, poussant le système entier vers sa perte. Mais trêve de considérations financières et de navets, si vous êtes là c'est pour découvrir de bien belles péloches, et même s'il y aura une bonne grosse machine en fin d'émission, comme d'habitude, il y en aura pour tout le monde. Non, parce que c'est ça qui est important dans le fond. Liberté, égalité et fraternité. Clone Web l'émission. What went we out into this wilderness to find? Leaving our country, kindred, our fathers' houses. For what? For the kingdom of God. Let us pray. Tous les ans, c'est la même rengaine. Dès qu'un nouveau cinéaste d'horreur émane d'un festival reconnu, tout le monde s'emballe, et il se peut finalement qu'on se retrouve devant un truc pas si étonnant que ça, et encore moins mémorable. Comme on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, on ne perd pas espoir, et ça tombe bien, puisque la toute dernière production à être sujette à une hype particulière a le mérite de remplir ses promesses non d'une pipe. Ça s'appelle The Witch, et si le titre vous fait peur, rassurez-vous, c'est bien plus que ça en a l'air. Premier long métrage de Robert Eggers, un américain ayant fait ses armes en tant que production designer sur une pelletée de courts-métrages, The Witch ne mérite pas d'être réduit au simple carcan du film d'horreur, tant l'appellation est souvent vue comme réductrice, et le film proposant bien plus qu'une bête séance de flip. Déjà, son décor change de ce que l'on voit fréquemment, puisque l'histoire se situe au XVIIe siècle aux États-Unis, avec une famille anglaise fraîchement débarquée et aussitôt expulsée de la communauté la plus proche, à cause des opinions religieuses trop puritaines et intransigeantes du père de famille. S'installant en marge de la société, cette merveilleuse histoire de petite maison dans la prairie va prendre un tournant étrange lorsque le dernier-né disparaît sous le nez de la grande sœur. En prenant pied dans un temps où la religion catholique était en proie au doute face à ce grand inconnu qu'est le Nouveau Monde, le réalisateur et scénariste Robert Eggers s'offre le théâtre parfait pour livrer une riche introspection des démons intérieurs de l'époque, à travers le regard d'une adolescente totalement dépassée par l'incident. S'inspirant d'écrits réels sur la magie noire, sur le folklore de cette période et sur ses légendes religieuses comme païennes, il livre une œuvre multiples facettes dont la trame, somme toute simple, n'en cache pas moins plusieurs strates de lecture. Pour la partie la plus évidente, The Witch est un thriller psychologique solide où les dérives spirituelles prennent le pas sur la raison, l'essence ou la logique et plongent l'humain dans des travers sombres qui réduisent à néant toute moralité ou filiation. Explosant le cocon familial par le prisme de l'obscurantisme, le film parvient sournoisement à instiller une vraie paranoïa dans une atmosphère anxiogène dont il tire sa tension horrifique. Et rassurez-vous, il n'est jamais question de tomber dans les pires gimmicks du genre à base de jumpscares foireux ou d'autres effets faciles.
Les angoisses abordées par le film sont beaucoup plus palpables et tenaces, que ce soit la peur de l'autorité parentale ou de l'autre, le non-dit et l'utilisation de symboles connus de tous, à l'image d'une nature qui se retournerait contre les personnages avec un bouc en symbole évident du diable ou un lapin en signe de mauvais augure. Et aux trois tocards du fond qui pensent qu'un lapin c'est ridicule, ça reste toujours mieux qu'une vidéosurveillance de porte qui claque. En mettant en scène ces éléments a priori très communs, le film finit par les rendre pesants, au même titre que la forêt qui entoure les personnages, telle l'ombre d'un mal omniprésent. Tout ça fonctionne grâce à la folie montante de l'histoire, où des personnages de plus en plus rongés par le doute commencent à projeter du sens par le prisme de leurs croyances utilisées à l'extrême, transformant leur système de défense et de protection spirituelle en véritable source de leurs tourments mentaux. Ainsi, si le cadre du récit est simple et assez dépouillé, la reconstitution est de qualité et l'ensemble fonctionne grâce à la formidable photographie du film, totalement sous influence du clair-obscur et des plus grands peintres de la Renaissance. En travaillant soigneusement la composition des cadres et les jeux d'ombre et de lumière qui trouvent tout leur sens dans ce conflit perpétuel entre les ténèbres et la foi, le long métrage en vient à livrer des plans qui n'ont rien à envier à leurs modèles picturaux, dans une beauté parfois renversante, opérée avec un naturalisme envoûtant. Assurément l'un des plus beaux films qu'on ait pu voir sur le plan plastique pour l'instant cette année, The Witch marche aussi bien grâce à son héroïne principale, campée par Anya Taylor-Joy, qui incarne cette femme enfant dont les événements vont accélérer l'adolescence. La question de la perte de l'innocence est au cœur de l'intrigue, puisqu'au-delà d'une tension sexuelle incestueuse instillée avec malice, son statut de deuxième femme de la famille place l'héroïne comme un objet de désir, de tentation et de péché, la douce et en tout de la jeune brebis facilement corruptible, ce qui ne l'aidera pas au fur et à mesure du retournement des circonstances contre elle. Par le parcours de cette demoiselle, qui mesure un peu mieux que les autres les tenants et les aboutissants, ce qui ne l'empêche pas d'être totalement désarmé devant la situation, The Witch devient un conte à l'ancienne, dans sa forme la plus originelle, sinistre et grave. Une fable sur l'affirmation de soi dans un environnement contraignant et l'émancipation intellectuelle de l'âge par expérience au travers de multiples épreuves. Autant dire qu'avec tout ça, on est bien loin du pétard mouillé tant l'écriture est éminemment cinématographique. Les personnages évoluent dans l'action même si celle-ci n'est pas grandiloquente, sauf peut-être la toute fin un peu trop explicite à mon goût, mais surtout le spectateur se perd avec eux et on se retrouve plusieurs fois comme des cons à être méchamment dans le doute et à ne plus savoir à qui faire confiance. We are children of sin all. Yet I tell thee I have raised up no witch in this house. Petit bijou de tension à l'écriture aussi limpide qu'imprévisible, The Witch est en plus servi dans un écrin absolument superbe. Si les fans de trains fantômes et de flips faciles resteront peut-être de marbre face à un film qui ne vise jamais le sursaut, son inconfort moral et psychologique fascinera à coup sûr tous ceux qui veulent sonder leur part d'ombre plus profonde. Alors comme on est franchement en avance sur ce coup-là, retenez bien la date de sortie du film en salle le 15 juin, et pas mai, le 15 juin. Mais voilà, moi je compte personnellement sur vous pour aller le voir sur le plus grand écran possible, parce que c'est vraiment à voir en salle, c'est splendide. Et du coup, pour fêter ça, petit tour de magie. Let's leave the wood. There's an imaginary line out there between right and wrong, good and evil. I believe what I am doing is good, and what I'm standing up against is evil. Dans la série des environnements criminels réels qui ont véhiculé des tonnes de fantasmes au travers de bien des fictions, je voudrais les cartels mexicains. De Trafic à Breaking Bad en passant par Sons of Anarchy ou le récent Sicario, les gringos ultra violents et prêts à tout pour passer leur drogue aux États-Unis semblent passionner les foules, à tel point que la frontière entre la réalité et la fiction est devenue quelque peu floue. Rien de bien grave pourrait-on se dire, sauf que la vérité est malgré tout loin d'être tendre, et il est bon de se le rappeler avec cette petite mise au point qu'est Cartelland. Folie pure, fantaisie et damnation pourrait-on penser. Toujours est-il qu'il aura fallu 56 émissions pour que je daigne parler d'un documentaire, car oui, Cartelland c'est la vérité 24 fois par seconde, comme dirait le père Jean-Luc. C'est surtout le pari un peu fou de Matthew Heineman, un réalisateur américain spécialisé dans le genre, qui s'est mis en tête de plonger le spectateur dans le monde peu reluisant du trafic de drogue de part et d'autre de la frontière mexico-américaine, en essayant de montrer le combat de citoyens lambda dont le quotidien tourne constamment autour de la question. Chez les Américains, on voit donc comment des habitants d'Arizona comblent les déficits de la police de la frontière en créant des escouades chargées de repousser les éventuels trafiquants osant s'aventurer dans la zone.
this is what I consider to be the Wild Wild West. There is nothing down here. There's no law. I'm supposed to be able to pick up my telephone and go, 911, come help us. But it's an hour and a half out of Tucson. What the fuck am I gonna do sitting around for an hour and a half if I'm being attacked by the cartels? Une partie bien. Même si le destin de ces mecs un peu paumés, qui dédient leur existence à la défense de leur drapeau et de ses habitants, a quelque chose d'assez touchant, une sorte de patriotisme profond pour le bien de la nation, sans tomber dans le cliché des excités de la gâchette. Oui, bon, ok, ça doit pas leur déplaire non plus de tirer quelques cartouches, mais les bonhommes ont l'air suffisamment concernés par l'origine du problème, même si on est bien loin de l'autre partie du documentaire, consacré au docteur José Mireles, un Mexicain a priori comme les autres, s'il n'était pas à la tête du groupe des Autodefensas qu'il a monté en 2012. ¿Qué harías tú? ¿Esperar que vinieran por ti o comprar una cosa de esas y defenderte? ¿Qué harías tú? Et là, il n'est pas question de quelques mecs se trimballant avec des armes dans le désert, mais bien du soulèvement d'un peuple tout entier face au cartel, ou comment une organisation s'est formée et a chassé petit à petit les dealers de la région du Michoacán. Je vous l'écris parce que je n'ai aucune idée de comment ça se prononce. C'est à vrai dire la majeure partie du documentaire, et c'est une très bonne chose, tant on y perçoit combien l'omniprésence des criminels de la drogue au Mexique y est un problème colossal qui se mesure au quotidien dans certains endroits, avec des meurtres de masse envers des innocents qui n'ont rien demandé, et une loi du talion qui prévaut sur un gouvernement visiblement bien à la masse. De la même manière qu'un Citizen 4 suivait Edward Snowden au moment clé de ses révélations sur la NSA, Matthew Hayman a su être proche des acteurs de cette mini-révolution à l'instant T, ce qui rend le tout assez dingue. Le cinéaste témoigne d'abord d'un courage fou tant l'insécurité prime, avec certains passages chauds en pleine guérilla urbaine où les AK-47 sifflent à tout va, et fait surtout preuve d'une véritable intelligence journalistique, tant le propos est toujours celui des sujets du film, ce qui laisse le spectateur libre d'en tirer sa conclusion, sans trop l'abreuver d'une morale malvenue. Relayant les faits avec un grand souci de clarté et de neutralité, Hayman filme aussi bien ceux qui sont soulagés de voir leur village libéré que les autres qui sont en désaccord avec cette nouvelle occupation, d'autant que l'organisme n'a rien de légal au moment des faits. L'une des scènes les plus marquantes d'ailleurs est lorsque l'armée débarque au beau milieu de l'intervention des Autodefensas dans une ville et les prive de toute arme avant de changer d'avis devant la manifestation massive des locaux qui font plier les autorités sous leurs demandes. Ainsi, le film se fait le témoignage d'un véritable mouvement citoyen. Il montre combien les institutions sont larguées en justifiant malgré elles les mesures radicales prises par ceux qu'elles sont censées protéger. On peut regretter de ne pas trop s'étendre sur l'organisation des cartels en essayant de les montrer de l'intérieur, mais ce serait reproché au réalisateur de ne pas avoir assez mis sa vie en danger pour son œuvre, et ce n'est pas nous qui sommes en mesure de juger ça. D'autant que le film montre bien des petits gangs en train de cuisiner en mode système D et d'expliquer très clairement à la caméra avec cagoule au visage que certes c'est pas franchement très sain comme métier, mais qu'ils n'ont que ça pour nourrir leur famille correctement et que justement, les spectateurs confortablement assis dans leur siège n'ont même pas les moyens de comprendre la misère par laquelle ils passent pour en arriver là. C'est sûr, niveau ambiance, on a vu mieux. But it will always happen. You can't stop the cartel, no matter what you do. It's either Michoacán cooks it, Sinaloa cooks it, Guerrero cooks it. It's just never gonna stop. Period. Bref, on ne va pas trop s'étendre sur le film et vous en raconter tous les détails. Sachez juste que Cartel Land est un documentaire passionnant par les personnages plus grands que nature qu'il a suivis et sa situation humaine extrêmement complexe dépeinte avec justesse par un cinéaste un peu foufou. L'occasion de réaliser que la fiction est parfois bien plus proche du réel qu'on ne le croit, si ce n'est pire, et d'ailleurs à ce sujet, il faut bien préciser un petit truc, c'est qu'il y a des éléments assez graphiques dans le film, et que par exemple, le sang qu'on peut y voir notamment, c'est pas du ketchup, hein, c'est du vrai sang, donc âme sensible, abstenez-vous peut-être, parce qu'on voit quand même 2-3 trucs, mais les autres sinon, n'hésitez pas à foncer dessus, je rappelle que c'est sorti en DVD ce mois-ci chez Zillow, et à mon avis ça se trouve pas très cher dans les bacs DVD, donc si vous le voyez passer, franchement n'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup d'œil. This job, we try to save as many people as we can. Sometimes that doesn't mean everybody. But you don't give up.
Et nous voici dans la troisième partie de cette émission du mois d'avril pour, on va dire, allez, le film événement de ce mois-ci. Tout d'abord, je précise, on accueille Phil Gage. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Bienvenue mon vieux. Comment allez-vous? Bienvenue dans mon émission. Ça fait longtemps. Cassez-vous maintenant. Merci. La dernière fois qu'on est allé sur ce canapé, c'était pour parler de Captain America et justement, surprise, nous allons parler toujours du même type, Captain America, Civil War. Quand on parlait de Captain America ici il y a 2 ans, on disait que Winter Soldier c'était bien. J'ai essayé d'imiter Louis de Funès pour les gens qui ont peut-être reconnu cette imitation. Oui. Excellent, excellent, Ouais. ça coule de source. Et tu dis, il me semble même que pour toi, Winter Soldier était le meilleur film de Marvel Studios. Tu as très bonne mémoire, Jean-Victor. En effet, à l'époque, je trouvais, et je le pense toujours, que The Winter Soldier, le soldat de l'hiver, était bel et bien le meilleur film de Marvel Studios. Alors ici, Civil War, même réalisateur, même scénariste, même équipe, même si voilà, le casting s'est un petit peu gonflé, est-ce que le relais a été correctement passé ou voilà? Eh bien, hélas, Hélas! Twist. à mon Non. sens, il me semble que non. C'est un avis qui n'engage que moi, hein, bien évidemment. Mais Je pense qu'on on le partage un petit peu, voilà. malheureusement. Moi, je suis rentré dans la salle de la projection de presse vraiment gonflé d'espoir. J'en suis ressorti très frustré. 2h40 Frustré, de Marvel Studios. frustré. Alors justement, qu'est-ce qui t'a frustré devant Alors en fait, le coup près, l'enclume, le Boeing 747, tout ce que tu voudras, m'est tombé dessus vraiment dès la première scène du film, en fait. C'est-à-dire que la première... Ouais, ok, ça y est, ouais, je l'ai. dès l'ouverture du film, la scène d'action au Nigeria, eh ben, dès cette première scène, j'ai trouvé la réalisation totalement impersonnelle. Je n'ai pas retrouvé la patte et le style qui m'avait assez plu Winter Soldier, dans l'ouverture de Winter Soldier avec la bateau. prise d'assaut du cargo par Captain America et le Shield. Et donc, et là, je me suis retrouvé avec une scène d'action que je trouvais brouillonne, surdécoupée, pas inspirée. Et hélas, les 45 minutes qui suivent dans ce film n'ont rien fait pour un peu remonter le niveau, à mon On sens. précise, donc l'histoire c'est évidemment Captain America qui rentre en conflit avec Tony Stark suite à un incident et donc il y a des accords qui sont créés pour pouvoir un petit peu légiférer toutes ces histoires de super-héros. Évidemment Captain America n'est pas forcément pour. Et justement ces 40 minutes, c'est avant tout centré sur ces histoires d'accords, etc. Et Ouais. donc toi t'as trouvé que ça marchait pas, que c'était... Mais je trouve qu'il y a beaucoup de blabla, que c'est très bavard. Ça aurait pu passer, encore une fois, si la scène d'ouverture de ce film avait, j'estime, été vraiment un choc, un coup dans la gueule. On Ouais. voit juste une petite explosion, un peu de fumée. Si on tend l'oreille, on entend peut-être quelques vagues cris des victimes de l'incident. C'est un William Scream qui s'est... Oui, c'est ça. Quelle imitation parfaite. Incroyable. Mais donc voilà, et donc à partir de cette déception de la scène d'action d'introduction et de l'incident, les 45 minutes qui suivent, pour moi, eh ben voilà, elles sont, ça plombe encore plus parce que il y a beaucoup de bavardage, comme je l'ai dit, un sentimentalisme qui pouvait éventuellement me toucher dans les 2 précédents Captain America, mais qui là tombe un peu à plat. Moi, Pas trop dire plus. Moi, ça fait partie des trucs que j'ai bien aimé, c'est l'idée, malgré tout, dans une espèce d'énorme entreprise comme ça, de poursuivre le parcours du personnage. Alors, Bah, c'est encore heureux, c'est un film Captain America. Ouais, voilà, mais je trouve que, ouais. c'est-à-dire que tout le monde l'attend comme un film, tout le monde l'attend comme un film Avengers, Civil War, etc. Et je trouve que malgré tout, ça reste un Captain America 3. On se dit, on va quand même poursuivre cette trilogie sur ce personnage-là, sur son parcours, sur le fait que voilà, ça reste un mec qui a quand même passé 70 ans dans un glaçon et qui est toujours un petit peu en décalage avec son monde. Et qui souffre toujours de ça aujourd'hui. Alors c'est très succinct, ça se répète un petit peu avec ce qui avait été fait dans Winter Soldier et c'est beaucoup moins fort. Mais en fait cette idée-là je l'aime bien parce que je trouve que Chris Evans, comme toujours, il est excellent dans le rôle et il incarne voilà, ce truc-là. Même si après effectivement il y a ce côté Avengers qui est, Mais il y qui a est une vraie assez confusion. bizarre en fait. Mais oui, mais moi je trouve qu'il y a une vraie confusion et un début de grippage de la mécanique Marvel dans cette volonté de à la fois faire des films séparés les uns des autres et qui sont en même temps tous interconnectés. Et là, le fait de vouloir faire de ce 3e Captain America
un super Captain America qui implique vraiment les Avengers, ça crée une confusion. Moi, il y a 2-3 moments du film, je me suis surpris à me dire attends, c'est la suite de l'ère d'Ultron en fait, et pourquoi on voit pas plus les Avengers? Ah bah oui, c'est vrai, parce que c'est un film Captain America. Là, ça donne vraiment le côté un petit peu série télé en fait, enfin, une énorme série. Mais c'est le problème. Moi, c'est le problème. Et peut-être que on est là à l'ère d'un nouveau, vraiment à l'aube d'un nouveau type de storytelling que vont apprécier d'autres générations. Mais en ce qui me concerne, en tant que fan de films avec un début, un milieu, une fin, je ne m'y retrouve plus. J'en ai marre d'avoir l'impression de voir un super épisode de série télé. Et celui-là, plus que n'importe quel autre, ressemble à un super épisode de série qui est voilà, un super maillon de la chaîne bâti par Marvel. Voilà. Après, moi, je trouve que c'est quand même tu connais mon désamour total pour Joss Whedon et pour les Avengers, et je trouve que c'est... Il va se faire taper. C'est peut-être en fait, pour moi, c'est peut-être un épisode d'Avengers réussi, entre guillemets, dans le sens où je trouve que c'est le premier film avec autant de personnages où il y a quand même un minimum de tension du début à la fin, c'est-à-dire que c'est pas... à la fin, c'est pas la partouze à New York où on va se taper contre des trucs numériques et où on s'en fout totalement. Je trouve qu'il y a un minimum d'enjeu qui est un peu distillé tout du long. Et je trouve que surtout dans l'utilisation des personnages, de leurs capacités et de leur interaction entre eux, je trouve qu'il y a un truc qui est beaucoup plus poussé que dans tous les autres films Marvel. Tu vois, notamment dans cette fameuse scène de l'aéroport qui avait l'air pourtant ridicule et qui est peut-être le meilleur passage du film quasiment. Oui. Et je trouve que là, il y a vraiment un côté ludique avec ces personnages qui interagissent entre eux, avec... toi, je fais ça, tu utilises ton pouvoir à tel moment, ce qui fait que ça crée ce machin-là, tu vois, sans rentrer trop dans les détails, mais je trouve qu'il y a un côté hyper ludique là-dedans. Oui. Qui rend cette scène super fun en fait. Oui, mais c'est un moment dans le film. C'est un moment dans un film de 2h30. Oui, c'est vrai que le film dure 2h30. Qui a eu largement de temps quand même de te plomber. Je sens que ça t'a tapé sur le cerveau. Non, mais encore une fois, voilà, peut-être que j'en attendais trop. Peut-être que j'aurais dû vraiment envisager le film différemment. J'ai été réveillé à partir du moment où l'on voit Peter Parker dans ce film. On the roof! Hey everyone. Voilà, que je trouve, et je sais que je suis pas le seul, très réussi. Parce que c'est vrai que dans les surprises que beaucoup de gens soulignent, c'est Black Panther et c'est Spider-Man. Ouais, tout à fait. Et donc toi, justement, tu trouves que ce Spider-Man-là, en l'occurrence... Oui, et je trouve que la façon dont Tom Holland, d'abord dont c'est amené, et la façon dont Tom Holland a été dirigé, là pour le coup, je retrouve, j'ai vraiment l'impression de retrouver le Spider-Man de mes lectures d'adolescent, quoi. C'est vrai que là-dessus, alors moi je trouve que le personnage, il est réussi, malgré son temps qui est assez faible quand même à l'écran. Je trouve qu'accessoirement, tu pourrais complètement le virer du film. Ah oui, bien sûr. Ça ne changerait rien. Ah oui, bien sûr. J'ai l'impression que c'est quand même un énorme bout de scotch qui a été rajouté dessus au dernier moment en mode on a le personnage, on le met. Non mais on est dans un film pensé industriellement, quoi. Voilà, avec un personnage comme celui-là qui est crucial pour l'édifice, voilà, des films à venir. Bon bah voilà, on le met, on l'utilise comme un boulon, quoi. Tu vois, ça se sent beaucoup plus que les autres parce que par exemple Black Panther, qui est aussi un nouveau personnage. Lui, il a une storyline dans le film, il est intégré au truc, il est beaucoup plus inhérent à l'intrigue de Civil War. Absolument. Et donc, quels sont les autres trucs hormis Spider-Man sur lesquels tu t'es dit que t'as pris un petit peu de plaisir? Black Panther. Black Panther, ouais. Chadwick Boseman, et voilà, il a assez bien catché la noblesse du personnage. Ant-Man est très cool et très drôle. Moi, je trouve que c'est lui qui sauve le film, enfin qui sauve l'action du film, quoi. Il est très drôle dans son côté vraiment où il va vraiment à fond dans le côté le touriste qui débarque là, qui se demande ce qu'il fout là. Peut-être encore plus que Spider-Man en fait. C'est ça qui est encore marrant, plus, et qui s'en fout, quoi. Tu vois, qui a aucun ego. Cool. Ouais, c'est ça. Il voit Captain America. Il fait un peu la pute. C'est hyper drôle. C'est très bien joué. Ça, c'est cool, ouais. Et donc tu réalises finalement que les passages les plus réussis du film sont les passages qui sont le plus traités façon comédie. Bon, je trouve ça un peu problématique. Alors que tous les passages censés être solennels, avec de l'émotion, un peu... Tu sens que Marvel y croit pas trop, quoi. Notamment la fin, ouais. Moi j'aime bien, mais je trouve que la résolution est un peu décevante effectivement là-dessus, quoi. Et puis même tout est prévisible dans ce film. Et ambitieux malgré tout, parce qu'il y a ce côté film d'espionnage où on va à droite à gauche, etc. Sauf que effectivement c'est assez mal tenu, quoi. Mais j'ai trouvé que l'ambition de Winter Soldier était bien plus probante. Finalement, est-ce que c'est pas sa conclusion qui est décevante par rapport à ce que le film est censé représenter vis-à-vis des comics? On va pas évidemment révéler ce qui se passe, mais c'est un film qui, sans trop spoiler, est quand même assez faible en termes de conséquences, quoi. Il va absolument pas aussi loin qu'il aurait dû aller par rapport à son concept de départ. Voilà. À l'arrivée, tu te dis, ah, ben alors tout ça pour ça. Ouais.
Et ça, c'est ce qu'il y a de plus frustrant dans un film qui te promet une grande confrontation, un déchirement, un schisme. Et je sais pas, t'as l'impression soit, je sais pas, ils étaient moins là, les frères Russo, ils ont laissé ça à la seconde équipe. Aussi, hein. Moi, je pense que, notamment sur le point de vue des effets spéciaux, il y a 2-3 trucs qui sont assez dégueulassés. On sent les délais. C'est-à-dire que les mecs, il y a 2 ans, ils sortaient Winter Soldier. Entre-temps, ils ont couché celui-là alors qu'ils sont déjà en train de bosser sur les prochains Avengers. C'est vrai. C'est vrai. Parce qu'il y a un moment, ça leur faut aussi des bâtons dans les roues, quoi. Ouais. Alors après, j'ai l'impression qu'on est un peu en minorité à penser ça. Hein. Alors si tu considères les critiques américaines qui sont à fond, ouais. qui crèvent le plafond. Après, moi, je te dis, j'ai pas triste cire. Je sais pas. Je continue à boire mon. Moi, j'ai bien aimé le film parce que je me suis vraiment amusé à certains moments et parce que j'ai vu des choses que je n'avais jamais vues dans les Avengers, à mon sens. Sur le côté de l'utilisation des personnages. Et en fait, j'ai eu le sentiment par moment d'être devant des pages de comics. Même si c'était hyper pas très bien foutu, c'était pas du Sam Raimi évidemment, etc. Mais où tu avais un côté hyper ludique dans l'action, dans les interactions entre les personnages. Ouais, mais pas dans les scènes d'action, tu veux dire. Ouais, dans les scènes d'action. Et je trouve qu'il y a un minimum d'intégrité dans ce principe de dire c'est quand même Captain America 3, même si c'est moins bien fait évidemment que Winter Soldier, même si c'est beaucoup moins resserré. Ouais. Donc voilà, je te sens mitigé, mais. Je suis. C'est vrai que moi aussi, je suis un peu en même temps. Après coup, je me suis dit, il y a quand même des trucs devant lesquels j'ai pris du plaisir. Je pense que j'essaierai de revoir ce film. Peut-être reposer maintenant voilà, que tu sais ce que c'est. Voilà, maintenant que je trouve que c'est bien pourri. Enfin non, il y a quelques défauts. C'est de la merde. Mais encore une fois, les choses qui sont réussies sont trop ponctuelles. Quoi. Voilà. C'est un film moyen. C'est assez bancal, c'est entre les deux. C'est pas saignant, c'est pas à point. C'est un hamburger bleu. Donc on peut conclure en disant qu'il y a à boire et à manger. C'est ça, tu m'as donné faim avec tes conneries. Captain America, à boire et à manger. Captain America. Au cinéma le 27 avril. À boire et à manger. C'est pas parler. C'est la fin de cette émission du mois d'avril dans laquelle on a tout d'abord parlé de The Witch, l'espèce de nouvelle petite bombe du cinéma indépendant américain horrifique, et pour le coup la hype n'est pas vaine parce que c'est pas vraiment, n'y allez pas en mode on va flipper à mourir parce que c'est pas le but du film, c'est beaucoup plus dense que ça, mais c'est hyper intéressant, c'est superbement filmé et c'est très intéressant, donc voyez-le, c'est chouette, bon, ça sort en juin, on est un petit peu en avance mais pas grave. Ensuite on a parlé de Cartel Land, documentaire sur les cartels au Mexique, vous avez bien compris, c'est assez étonnant, c'est encore pire que ce qu'on pourrait croire ce qu'on voit dans les films, etc. Donc ça vaut vraiment le coup d'œil. C'est sorti en DVD, je rappelle, ce mois-ci. Et puis enfin, Captain America, la guerre civile. On a dit déception. Déception, Déception. Son nom. Déception. C'est pas déshonorable. Moi, je trouve ça mieux qu'un Avengers. Je le dis clairement quand même. J'ai pris plus de plaisir devant le premier Avengers quand même, je pense. Moi, je n'aime pas les deux. Étonnant. Vous êtes pas du tout d'accord, en tout cas, toi et Marc, hein, je crois. Marc, il est beaucoup plus clément sur les Avengers. Ouais, c'est ça. De toute façon, il aime tout, Marc. Hein, donc... Oh, ça balance. Ça reste entre nous, hein, bien sûr. Oui, voilà. Mais donc voilà, c'est un petit peu décevant vis-à-vis de ce qu'on attendait, de ce que ça vendait, mais voilà, vous êtes en famille, vous trouverez du plaisir devant le film, et ça, c'est quand même le principal, le plaisir. Bien sûr, le principal. Sinon, cet homme valeureux, on le rappelle, a réalisé Marvel Renaissance. Co-réalisé, bien sûr, et coécrit avec notre ami Philippe Roux, que j'embrasse. Qui en fait des bisous. Et on en parlait déjà de mais là, vous pouvez le voir parce qu'il est passé sur France 4 tout à fait récemment, et il est en replay sur le site de France 4. Alors, à l'heure où l'émission sortira, il sera peut-être plus en replay. Si, je vais passer quelques coups de fil, j'ai le bras long au service public. Donc, sinon, vous pouvez aller insulter John Plisken sur Twitter, ou lui faire des bisous aussi après avoir vu Marvel Renaissance, mais essayez de le voir parce que c'est très bien. Plutôt les bisous, si possible, que insultes. Amour-haine, tu sais, c'est jamais très très loin. Tu as raison, je te Voilà, donc mais moi je le t'aime. Qu'est-ce qui nous arrive? C'est très fort, il va falloir couper cette caméra très vite. Mais sinon, voilà, alors on rappelle qu'on peut te retrouver sinon sur le dailymars.net, un site qui fait des articles et plein de vidéos super chouettes, donc allez-y. C'est gentil, cool. merci. Et quant à nous, on se retrouvera peut-être dans 2 ans pour Captain America 4, Avengers 15, j'en sais rien. Ou Avengers 12. Et au plaisir de se retrouver le plus vite possible, on l'espère. On vous souhaite un bon mois cinéma, portez-vous bien, allez au Cinoche, n'hésitez pas à partager l'émission sur Twitter, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, à commenter et nous envoyer des baisers. Faites-le. Parce qu'on aime ça. Faites-le. Et on vous dit à très bientôt. Au revoir, amical pensée. C'est beau. J'ai envie de terminer sur un rire. Si tu veux, je peux te réinviter pour faire les rires sur Suicide Squad. Faisons ça. Tu devrais faire passer ton avis par les rires. Eh bien... Défi de merde. Super, oui, défi de merde. Défi de merde. Il faut qu'on coupe maintenant. Oui. Voilà. Il a dit partout, hein. Vous avez bien voilà. Ok.
Ça va, sinon, vulgaire dans bonjour, cette Hector. émission. Oui, et toi hein. Bah, très bien, enlève ta main. Ouais. Ouais. Je suis déception. Il est déception. Et ça sera mon dernier mot, Jean-Victor. C'est triste, déception. Bah ouais. Et maintenant non, Philippe, non, on avait dit pas les larmes, bordel. Je me suis retenu pendant 20 minutes, mais... Je sens que ça te pèse sur le cœur et tout. Écoute, tu sais ce qu'on va faire? Non. Tu vas rentrer chez toi, tu vas revoir Mad Max Fury Road et ça va aller mieux. Je suis pas hyper fan. Putain, merde, j'ai pas dit mon film. Tu vas revoir Sicario, je sais que t'es dans Sicario. Ah, moi j'aime pas. non. Sicario, t'aimes pas Sicario, nom de Dieu!